Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, on va rappeler à nos téléspectateurs en introduction de cette émission, c'est récurrent, mais si je ne le dis pas, vous ne le faites pas. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air s'il vous plaît et de nous laisser des commentaires, cela aide énormément la diffusion de cette émission et puis par ailleurs, nous, on ne les supprime pas. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Place au programme. L'image de cette semaine, ce seront bien sûr les cérémonies qui ont animé l'actualité et les remises de prix. Et on commencera par une cérémonie sympathique pour enchaîner sur des cérémonies qui mettent en avant le wokisme, l'entre-soi. On continuera bien sûr avec, en dossier de cette semaine, la rencontre explosive entre Trump et Zelensky qui a été abondamment traitée dans les médias. Et puis, on n'oubliera pas les pastilles de l'information et le portrait piquant de cette semaine qui est consacré à Gilles Boulot. C'est enfin plus une rediffusion, mais un numéro tout neuf, tout frais que vous allez pouvoir découvrir sur ce journaliste présentateur TV. Si vous êtes prêts, eh bien, je vous dis qu'on va y aller. Cérémonie, Jean-Yves, la plus grande des cérémonies pour nos téléspectateurs, celle qui va les intéresser, c'est bien sûr la cérémonie des Bobards d'Or. Alors, c'est la cérémonie la plus sélective, celle qui récompense les meilleurs des journalistes, ceux qui désinforment le mieux. Il y a énormément de candidats potentiels, il y en a 12 médias ou journalistes qui sont nominés et 3 seulement obtiendront le célèbre Bobard, le Bobard d'or, le Bobard d'argent et le Bobard de bronze. Et c'est vous, Floriane, avec Liselotte Dutreuil de Radio Courtoisie, qui aurez le plaisir d'animer cette cérémonie et de remettre ces Bobards d'or lundi 10 mars à 19h30, salle Athènes Service à Paris 8e, rue d'Athènes. Vous pouvez prendre des billets parce que la salle n'est pas très grande cette année et donc il faut mieux réserver ses places maintenant. Nous avons des beaux candidats. Alors on a les grands médias, bien sûr, Le Monde, BFM, j'en passe. Et puis tout de même des jolis va-t-en-guerre, le général Yakovlev, Darius Rochebin, enfin il n'y a que des bons candidats. Que du sélectif. Le lien est juste en dessous pour prendre vos billets, alors n'hésitez pas, c'est maintenant, c'est dans moins d'une semaine. Les autres cérémonies, Jean-Yves, qui ont animé l'actualité, c'était bien sûr la cérémonie des Césars qui a eu lieu en France et puis également la cérémonie des Oscars qui va être un peu plus anecdotique nous concernant. Il y a eu beaucoup de récompenses qui ont été distribuées pour les meilleurs films, les meilleurs réalisateurs, meilleurs acteurs, meilleures actrices, meilleurs acteurs second rôle, meilleurs producteurs, meilleurs scénaristes, etc. Il y a des tas de prix qui sont distribués. Et même le César de celui qui n'a jamais obtenu de César. 50 distinctions, quelle profusion! Quelle belle cérémonie. En tout cas, l'histoire était quasiment déjà écrite selon Radio France qui avait fait un petit plateau avec des producteurs, notamment Muriel Ménard, qui déclarait déjà que pas du tout pour des raisons personnelles, mais pour des raisons vraiment cinématographiques, elle voulait que l'histoire de Souleymane remporte le César du meilleur film pour des raisons politiques, précise-t-elle ensuite, et parce que c'est plus important, je trouve, je cite, qu'un film comme celui-là remporte le César plutôt qu'un film comme Emilia Pérez qu'elle a adoré mais dont elle dit qu'il n'a plus besoin de ça. C'est sûr qu'après les déclarations tonitruantes qui ont été retrouvées de son actrice principale, notamment qui disait que l'islam était un foyer d'infection pour l'humanité, ils n'avaient plus besoin de ça, ils ont eu toute la pub nécessaire. Évidemment, ça n'a pas manqué. Qui est arrivé en tête des espoirs masculins, en tête du prix de l'acteur masculin? Je vous propose d'écouter cette annonce. Et le César de la révélation masculine est attribué à
Abou Sangaré. Il joue un Guinéen sans papier qui travaille comme coursier à vélo dans les rues de Paris en attendant de savoir s'il pourrait être régularisé. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire là-dessus, évidemment. Moi, j'ai regardé cette cérémonie, pas complètement, parce que c'est quand même assez dur, mais j'ai été absolument suffoqué par l'entre-soi. C'est-à-dire des femmes avec des robes à 10 000 euros qui se satisfont de voir un prix remis à un livreur Deliveroo qui leur apporte, en étant moins payé que le SMIC, leur repas. C'est incroyable d'entre-soi, et honnêtement, c'est assez gênant. Il y a un côté, si vous voulez, au XVIIIe siècle, on invitait des bons sauvages dans les salons. Et ben là, on a l'impression qu'on a invité ce clandestin à recevoir ce César, après qu'il ait tourné le film en ayant été sélectionné apparemment dans les rues d'Amiens. Moi, ça me met mal à l'aise, voyez-vous. Ça me met mal à l'aise. Eh bien, en tout cas, c'est pas du tout ce que les producteurs ou les scénaristes ont dit de l'histoire de Souleymane. Ils ont dit que c'était très important de ne pas laisser les médias ou les politiques raconter l'immigration. Le producteur a même enchaîné en disant que il y avait en ce moment des tendances très inquiétantes de partis qui s'alliaient à l'extrême droite fasciste. Enfin, il y a beaucoup de mots-clés là, Jean-Yves. Oui, alors il y a tous les mots-clés, effectivement, et il y a quand même quelque chose de particulièrement intéressant dans ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire que on oppose, au fond, les médias et les politiques qui devraient être censés dire le réel et l'interpréter et faire des propositions par la fiction. C'est la fiction qui doit se substituer à l'analyse. Et la fiction, à coup d'émotion, à coup de sentiment et à coup de vision individuelle des choses. Et si vous voulez, cette fiction cinématographique renvoie au fait que le droit de l'immigration, qui était un droit collectif où on se posait la question de l'intérêt général, à un droit individuel où on se pose la question de l'intérêt particulier. Donc c'est très connecté avec l'évolution générale de la société et du droit. Puis le César, évidemment, du scénario. Il y a eu une actrice également qui a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle dans ce film de l'histoire de Souleymane. Il s'agit de Nina Meurice qui apparaît 5 minutes dans le film, alors que je n'ai pas vu, mais ça a été largement décrypté par des spectateurs. Je vous propose de regarder ce qu'elle en dit elle-même de sa nomination. Un copain m'a envoyé un texto en me disant une nomination pour une scène, c'est un hold-up. Et bien donc je le confirme. Comment vous voyez le succès du film ce soir avec tous les prix entre Abou Sangaré et puis les scénaristes ? Ça me rassure à un endroit. Je me dis que finalement les gens, parfois on a des doutes sur le fait que l'humanité est en partie et un peu en train de partir. Et je crois que non. Alors elle le dit elle-même, c'est un hold-up. C'est un hold-up, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, parce que c'est pour l'humanité, c'est pour l'empathie. Voilà. Alors les articles sur Abou Sangaré ont fleuri partout sur Internet pour savoir qui était cet homme qui avait été ciblé donc par une OQTF, je le rappelle. Il a d'ailleurs été sauvé par la production du film qui a embauché une avocate spécialement pour le défendre lors de ce tournage. Et puis évidemment, ensuite est arrivé ce qui devait être arrivé. Il y a eu on a dit un parcours d'intégration qui a permis de réexaminer sa demande et là, paf, il a pu rester en France. Il y a eu un petit épisode médiatique assez amusant, si l'on peut dire, qui prête à sourire. Il était reçu sur le plateau de C'est à vous, vous savez, avec Elisabeth Lemoine, avec Patrick Cohen, dont on parle tout le temps, quasiment à chaque émission dans Immédiat, mais parce qu'ils sont extraordinaires, vraiment. Et là, Patrick Cohen dit « Est-ce que vous avez appelé votre mère pour lui annoncer votre prix ?» Parce que Patrick Cohen a lu quelque part, effectivement, que son objectif à Abou Sangaré, c'était d'aider sa mère qui était malade. Et donc, c'est pour ça qu'il a immigré. C'est le petit storytelling, comme on dit en anglais. Vous allez encore me détester. Et donc, il est arrivé en 2017 à Amiens. Patrick Cohen lui dit « Est-ce que vous avez appelé votre mère ?» Et il dit « Non, elle est décédée en 2019. » Que fait Abou Sangaré encore en France, Jean-Yves ? Puisque son objectif est inexistant désormais. Oui, oui. C'est un peu. Mais il est sanctifié, Abou Sangaré maintenant. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que face à un phénomène de masse
qui est la submersion migratoire, qu'on ne nie pas. On sort du lot un individu pour lequel on raconte une histoire plus ou moins juste, plus ou moins exacte, et pour susciter l'empathie et dire mais c'est pas possible de les renvoyer. Vous voyez, d'ailleurs, qui lui a délivré le QTF? Il pouvait sans doute pas faire autrement dans le contexte. C'est Retailleau. Ouais. Place maintenant au dossier du jour. Évidemment, dans ce dossier, nous allons revenir sur la rencontre entre Donald Trump et Zelensky. Je vous propose, pour introduire ce sujet, de regarder une vidéo de France 24 qui commentait au lendemain de cette rencontre. Tout ça est quand même un peu indécent, si vous me le permettez. On a vu aujourd'hui deux hommes politiques de premier plan, les deux hommes les plus puissants de la planète, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, recevoir avec une forme de condescendance ce petit président de la petite Ukraine qui ne portait pas de costume, comme l'a fait d'ailleurs très délicatement remarquer un journaliste qui finalement n'a de journaliste que le nom, puisque c'est le mari d'une parlementaire très proche de Donald Trump, à qui on confie des questions régulièrement, qui lui a reproché d'arriver dans une tenue inadaptée. On était vraiment dans un contexte qui ne peut être observé que sous la présidence de Donald Trump. Alors, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, mais Jean-Yves, je voudrais vous faire réagir notamment sur un point avant de vous laisser analyser cette séquence. Ça pose pas de problème. Bon, Salamé, c'est une journaliste, c'est pas... Qui est mariée à un parlementaire, mais c'est un parlementaire Renaissance, c'est un parlementaire sponsorisé par Soros, donc c'est un bon parlementaire. Enfin, elle garde pourtant son titre de journaliste, là. Apparemment, oui. Alors, il y avait beaucoup d'autres choses à dire, peut-être aussi revenir sur cette histoire du costume. Il y a eu un commentaire de Florence Bergeau-Blacker que je trouvais intéressant. Elle dit que la question sur la tenue vestimentaire n'est pas du tout idiote, parce que, effectivement, Zelensky est arrivé en tenue de guerre, en tenue de chef de guerre, et quand on vient solliciter les faveurs d'un puissant, nous dit-elle, on ne force pas l'arbitre à prendre parti. Elle pose la question aussi de si jamais les gens ont l'habitude d'aller chez le banquier en sandales, parce que si vous pensez que cela ne fait aucune différence, eh bien vous vous trompez, nous dit-elle. Jean-Yves, je vous laisse la parole. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, il est venu en tenue de guerre, alors qu'on est dans des négociations de paix. Donc son costume, parce que c'est quand même du cinéma depuis 3 ans. D'ailleurs, c'est un homme de théâtre au départ, Zelensky. Bon, son costume était peu approprié. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'on dit, le journaliste là dit, je sais pas, il est traité avec condescendance, etc. Mais l'Ukraine, c'est un proxy des États-Unis. On le verra d'ailleurs par la suite. Les Américains on dit, si vous voulez pas faire la paix, on va supprimer la livraison de renseignements. Et c'est précisément la livraison des renseignements américains, renseignements d'observation, renseignements électroniques, qui permet aux Ukrainiens de faire la guerre. En ce sens, il est assez normal que la négociation se déroule entre les États-Unis et la Russie, parce qu'indirectement, s'il n'y avait pas les États-Unis derrière l'Ukraine jusqu'ici, il n'y aurait pas la guerre s'arrêterait. Donc c'est assez normal que les négociations se déroulent d'abord entre les États-Unis et la Russie, parce que ce sont les États-Unis qui ont permis à ce que cette guerre existe et se poursuive. Et donc dans ces cas-là, le proxy, moi je vais vous dire une chose, Zelensky s'en tire plutôt bien, parce que dans l'histoire, très souvent, quand les Américains lâchent quelqu'un, il finit assassiné. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu Diem, il y a eu Trujillo dans des années assez anciennes. Il y en a beaucoup d'autres. Zelensky, pour le moment, il s'en tire pas mal. Alors, ceci dit, au niveau du narratif Trump, eh bien, ça se passe de façon de plus en plus compliquée. On a l'Express, par exemple, qui titre « L'Europe face à la trahison de Donald Trump ». Public Sénat qui reprend des propos de Yakovlev, « Trump est un agent de Poutine ». On a Basta Média, mais je vais partout, vous voyez, pour faire ma revue de presse, Jean-Yves, parce que c'est un média très à gauche, Basta Média. Le plan des États-Unis pour l'Ukraine, fruit de 40 ans d'histoire entre Trump et la Russie. Ils interrogent d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, Régis Janté, qui est un journaliste basé en Géorgie, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'homme de Washington » et qui parle de Donald Trump, qui serait donc l'homme de Washington à Moscou. De Moscou, oui, c'est ça. Oui. Et Le Point a titré carrément « L'homme de Moscou » pour sa une du Point.
Jean-Yves, là, c'est... On est dans un narratif complètement déconnecté de la réalité. Rappelons qu'en 2016 déjà, on avait accusé Trump d'avoir bénéficié d'avantages électoraux de la part des Russes, ce qui s'était avéré complètement faux. Mais ça fait rien, on continue. Et si vous voulez, on lance des slogans. On lance des slogans. Quand Yakovlev lance Trump est un agent de Poutine, il sait que tout ça est totalement bidon, mais que ça va prospérer à travers des médias qui sont véritablement des médias de propagande belliciste et absolument pas des médias d'information. Ça vaut pour Le Point, ça vaut pour LCI, ça vaut pour beaucoup de médias. Alors, il y a des acteurs politiques, cette fois-ci, qui se sont exprimés également. On a Jean-Noël Barrot qui nous a agité le fait que la ligne de front ne cessait de se rapprocher de nous. Et puis, plus étonnant, on a Fillon qui a été... ressorti du trou non médiatique dans lequel il était. C'était une disette médiatique, nous dit BFM TV. Et François Fillon qui déclare que Zelensky n'est pas le héros irréprochable magnifié par les Européens. Là aussi, vous avez un commentaire à faire, Jean-Yves. Je crois qu'il faut se souvenir que François Fillon a été victime d'un coup d'État médiatico-judiciaire en 2017, qui l'a empêché de devenir président de la République, et que la raison de ce coup d'État médiatico-judiciaire était double. En politique intérieure, on lui reprochait une vision plutôt conservatrice des choses, et en politique extérieure, on lui reprochait une vision plutôt équilibrée entre les États-Unis d'Amérique interventionnistes et la Russie. Et donc, c'est pas étonnant qu'il puisse s'exprimer aujourd'hui pour apporter un propos un petit peu différent de celui de la doxa des bellicistes. Et son éviction avait d'ailleurs permis l'élection de Macron. Bien sûr. Alors, il y a deux billets qui vont nous intéresser. Le billet de Libération de Thomas Legrand, qu'on aime bien analyser, pareil, dans les médias, ce journaliste. Guerre en Ukraine, derrière le pacifisme, le défaitisme. Et on a le pendant de cet article chez Le Point. Le Pen et Mélenchon, la lâcheté made in France, qui reproche donc le positionnement de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui disent que l'Europe est trop faible face à la fois à Vladimir Poutine et face à Donald Trump. Honnêtement, les gens qui disent ça, ils pourraient aller prendre leur sac à dos et rejoindre les tranchées ukrainiennes et manier des drones. Voilà. C'est un peu facile. Enfin, je veux dire, le côté belliciste de plateau a un côté très, très, très choquant. Voilà. Alors, il y avait une spécialiste qui s'est exprimée aussi sur cette séquence Donald Trump-Volodymyr Zelensky. C'est Cécile Alduy dans Le Monde. Elle est d'ailleurs l'auteure d'un ouvrage très critique sur Éric Zemmour qui s'intitule « La langue de Zemmour ». Et elle a déclaré ceci que je trouve assez intéressant. Comment les rôles étaient-ils répartis entre Donald Trump et J.D. Vance lui pose comme question le journaliste qui l'interroge. Elle dit « Remarquons d'abord que le rapport de force était de 2 contre 1. Dans cette démonstration de masculinité toxique, 2 agresseurs en costume harcèlent Volodymyr Zelensky. » Alors, c'est assez amusant parce que c'est pas tout à fait inexact, Jean-Yves, mais ça fait quand même de Zelensky une victime. Oui, aussi. Alors une victime, heureusement que c'est pas une femme. Une parce victime qu'alors là, un peu ridicule. Oui, un peu ridicule. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient 2, mais ils étaient chez eux, et ils ont aidé quelqu'un à faire la guerre. Ils veulent arrêter la guerre, ils cherchent à lui faire comprendre qu'il faut arrêter la guerre. Et Zelensky a l'air de tarder à comprendre qu'il faut arrêter la guerre. Bon, c'est normal. Alors... C'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est la mise en scène, puisqu'on a maintenant un petit peu une diplomatie de la place publique, oui. Et même une diplomatie qu'on voit à la télévision, qu'on voit en direct, ce qui est un peu contraire des règles habituelles de la diplomatie
qui se faisait dans le secret des cabinets et dans la distance. Il y a une abolition de la distance entre les chefs d'État qui ont tendance, quand ils se voient, à se tutoyer, à se papouiller. Mais ça, c'est pas spécifique à Trump, c'est bien antérieur à Trump. On peut trouver ça, à certains égards, dommageable. Il y a de plus en plus de transparence. D'ailleurs, sous l'ère Trump, ça va progresser. Oui. Il a lancé des dossiers à des journalistes maintenant qui sont en cours d'analyse. Enfin, il va y avoir beaucoup de dossiers qui vont être traités de façon plus transparente. Il utilise la transparence pour dézinguer ses ennemis. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous propose de regarder justement une vidéo de J.D. Vance qui commentait cette rencontre avec Zelensky. And I do think that there was just a certain sense of, there was a lack of respect. I really don't care what President Zelensky says about me or anybody else, but he showed a clear unwillingness to engage in the peace process that President Trump has said is the policy of the American people and of their president. J.D. Vance qui reprochait notamment pendant cet entretien, ce fameux entretien à Zelensky, de ne pas remercier suffisamment les États-Unis. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky, quand il est sorti de cet entretien, il a produit un tweet où il dit 4 fois merci. Je mets le tweet d'Élise, notre rédactrice en chef, qui l'a noté. C'est assez drôle. C'est rattrapé au dernier barreau de l'échelle. Si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que l'entretien qui a fait tout ce scandale, il a duré 46 minutes. Les médias ont mis en scène, les médias de grand chemin, ont mis en scène les 3 dernières minutes, celles du clash. Ils n'ont pas mis en scène les 4 minutes qui précèdent, où Zelensky tient un propos assez choquant du point de vue américain, puisqu'il leur dit « Vous verrez, quand votre territoire sera bombardé », c'est évidemment choquant d'entendre ça pour un Américain qui plus est dans le bureau ovale, alors que les États-Unis n'ont jamais eu la guerre sur leur territoire, en dehors de leur propre guerre civile en 1860. Donc, ce qu'il leur dit est un propos très choquant et honnêtement assez peu diplomatique. Mais on n'a pas vu non plus l'ensemble des 46 minutes où la discussion tourne autour du fait, sous le regard des caméras bien sûr et des journalistes, tourne autour du fait de la paix vers laquelle il fallait aller. Et à partir du moment où M. Zelensky ne comprend pas, les Américains sont bien obligés de lui dire « c'est quand même nous qui vous avons fourni de l'argent, c'est quand même nous qui vous avons fourni des armes, et c'est nous qui vous fournissons le renseignement qui vous permet d'acquérir les cibles russes. » D'ailleurs, ils ont suspendu provisoirement, je pense, l'aide américaine, le renseignement américain. Ce qui est déterminant, c'est le renseignement américain. Bon, qu'ils vont probablement rétablir, parce qu'ils sont aussi dans un rapport de force avec la Russie. Alors, peut-être parfois une image vaut 1000 mots. Il y a ce tweet d'Elon Musk qui a repris un dessin de Osama Hijaj où l'on voit les rois et reines des Noirs et des Blancs sur un échiquier qui jouent la partie à côté devant une table avec des bouteilles de vin pendant que les pièces sont toutes, elles, à terre et peinturlurées de rouge. C'est une belle allégorie de la guerre, peut-être. C'est une belle allégorie de la guerre, oui. D'ailleurs, à propos de guerre, donc vous l'aurez compris, tous ces rappels de nos médias, ça fait peur. Et justement, BFM TV fait des sondages pour dire est-ce que vous êtes inquiet si le conflit venait à se propager en France. Et donc 64% des Français sont inquiets, effectivement, contre 35% qui, pour l'instant, ne le sentent pas de cette ère-là. Jean-Yves, là aussi, vous avez un commentaire, c'est la boucle. Là, on a une boucle de rétroaction de propagande. C'est-à-dire, on explique aux Français, par les médias de propagande, que la guerre approche, que les Russes sont dangereux, etc. Ensuite, on sonde les Français, et ils répondent beaucoup répondent ce qu'ils ont entendu. Sans rien connaître à la situation, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens d'apprécier. Ils peuvent savoir ce qui se passe parce qu'ils regardent pas chez immédiat, eux. Jean-Yves. Ils peuvent savoir ce qui se passe chez eux, mais parce qu'ils ne regardent pas assez immédiat. Mais c'est très difficile de savoir ce qui se passe ailleurs. Bon. Et donc, après, on les interroge, et on voit qu'ils sont inquiets, et donc on communique sur le fait qu'ils sont inquiets, ce qui renforce encore l'inquiétude. On a eu le même cinéma
avec le Covid, on a le même cinéma avec stress, le réchauffement anthropique, c'est des boucles de stress, effectivement. Voilà. Tout à fait. Alors, aux États-Unis, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. On valorise moins le stress que la grandeur des États-Unis, avec notamment le plus grand discours de Donald Trump prononcé devant le Congrès, près d'1h40 de prise de parole, avec notamment cette information très, très importante, très déterminante sur la suite des événements. Zelensky a écrit à Trump pour dire qu'il était prêt à négocier la paix, donc à reprendre les négociations qui avaient été interrompues un peu trop tôt. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Le 3 mars, voici ce que Emmanuel Macron déclarait, par exemple, à propos de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. Alors voilà, Emmanuel Macron, c'était le préliminaire ensuite à son allocution d'hier soir, Jean-Yves, une allocution solennelle sur l'Ukraine. Alors il appelait à la force d'âme des Français face à la menace russe. Sur France Info nous dit que c'était l'avènement d'un nouveau monde selon Emmanuel Macron. On n'est pas sur la même logique là. On est aussi sur une logique d'utilisation qui est classique, c'est aussi vieux que le monde, l'utilisation de la guerre ou de la menace de guerre pour reprendre la situation en politique intérieure. Et d'ailleurs, dans le discours de Macron du 4 mars ou du 5 mars, il y a la volonté de contrôler l'information. C'est-à-dire que derrière la menace de guerre, il y a la censure. D'ailleurs, en France, il n'y a eu de censure officielle que pendant les périodes de guerre. Aujourd'hui, on a une censure plus hypocrite, qui ne se reconnaît pas comme telle, mais qui existe bien, avec l'Arcom notamment. Et donc, on veut utiliser la menace de guerre, ou ce qu'on présente comme une menace de guerre, pour réprimer la liberté d'information et supprimer des élections libres en Roumanie. Parce qu'en Roumanie, on a interrompu le processus électoral puisque le candidat arrivé en tête ne correspondait pas aux souhaits de la doxa et des oligarques européens et de Soros. Ça, la réalité. Oui, ça a été mentionné par Macron hier soir, en effet. Et il y a tout un usage de la novlangue aussi qui est développé actuellement dans les médias et qui est repris d'ailleurs par Macron. C'est les vases communicants. Il y a plein de petits exemples, notamment donc le président Zelensky. Le président Zelensky, son mandat est expiré il y a un an. Donc comment il continue. Il a été réélu, quoi. Ouais. Alors on a par exemple aussi les Européens se sont réunis à Londres. Alors, il y a des Européens qui sont réunis avant, mais certainement pas les 27. Et il y a eu des non-Européens aussi, puisqu'il y avait les Turcs. Mais il y a des noms de pays aussi qui sont utilisés de façon globale. Alors voilà, la France a décidé ceci, l'Allemagne a décidé cela. Alors on pourrait dire le gouvernement français ou le président français. Ou l'Allemagne, on ne sait plus très bien qui gouverne aujourd'hui. Oui, il va falloir que ça se mette en place. Mais au final, on ne demande pas au peuple pour tout ça. Non, et on utilise, il y a le vocabulaire biaisé. Absolument. Et puis, on pourrait finir aussi avec ce bandeau qui est passé d'ailleurs sur CNews lundi 3 mars à 20h. Les Européens unis derrière Volodymyr Zelensky. Alors, les bandeaux, CNews est plutôt nuancé sur cette affaire russo-ukrainienne, est devenu nuancé. Voilà. Mais les bandeaux dans tous les médias, que ce soit BFM, CNews, LCI, en fait, c'est le stagiaire en arrière-cour qui reprend les dépêches de l'AFP.
Donc quand l'AFP dit les Européens unis derrière Zelensky, bing, on repart ça. Ce qui est totalement faux, puisque d'abord, ce n'est pas les Européens dans leur globalité, et il y a un certain nombre de gouvernements européens qui sont en désaccord. Je pense en particulier au gouvernement slovaque et au gouvernement hongrois. Et écoutez, chers téléspectateurs, pour continuer sur cette novlangue, si vous ne l'avez toujours pas lu, eh bien, je vous recommande le dictionnaire de novlangue que vous aviez écrit, Jean-Yves, avec Michel Geoffroy. Oui, absolument, qui n'a pas perdu une seule page de sens. Non, par contre, ça s'est beaucoup enrichi depuis, puisque la dernière version doit remonter à 2016. Donc la novlangue a encore... Ah oui, il faudrait faire une réédition, absolument. Presque. La transition avec notre dossier du jour est toute trouvée. On vous emmène sur le plateau de Quelle époque avec Fabrice Lucchini qui parlait justement de Darius Rochebin, d'LCI, de la guerre en Ukraine. J'irai chez LCI avec Rochebin. Rochebin dont je parle dans le Figaro Magazine parce que lui, il a une demi-molle quand il annonce que Poutine va peut-être appuyer sur le bouton. Il passe son temps à dire « Non mais attendez, téléspectateurs, là, il y a un truc qu'on a oublié de dire. Ce n'est pas impossible qu'il y ait la guerre mondiale dans 2h15. » C'est très important ce que vous êtes en train de dire. J'ai envie de lui dire la phrase de Nietzsche « Tu incarnes la fausse alerte permanente. » Excellent. Excellent. Ouais. Et alors, c'est pas fini parce que Lucchini s'est aussi emparé des médias et du fait qu'ils étaient plus à gauche. Mais c'est rare qu'un journaliste soit, à part quelques chaînes, mais reconnais-le. Mais globalement, les professions intellectuelles en France sont de gauche. Avocats, enseignants, chercheurs, magistrats, journalistes. Et alors la droite, alors ? Mais la droite... Ne la méprisons pas. Figaro Magazine ce week-end en couverture. Ne la méprisons pas. Nous ne pouvons pas les haïr. Non, mais c'est pour ça que l'irruption, par exemple, ces dernières années de médias de droite assumés, revendiqués, suscite une telle tempête. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire qu'il y a une demande de chaînes de droite ? Mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est parce que ces médias existent que la France vire à droite. En vérité, c'est parce que la France vire à droite que ces médias existent. Il a raison de dire que c'est un moment énorme, puisqu'effectivement, la doxa, c'est les médias de droite, c'est épouvantable, ils créent des électeurs de droite. Mais c'est pas vrai. C'est le basculement progressif vers la droite de l'électorat qui amène une demande de médias de droite qui s'expriment par les médias alternatifs, puis par les médias de transition, et qui finit par toucher tous les médias. Il y a un moment où il y a une poussée qui amène une conséquence médiatique. L'affaire Naël revient sur le tapis parce qu'un procès est requis pour meurtre dans l'affaire Naël. Je vous propose d'écouter l'avocat du policier. Il s'y attendait, il n'est pas surpris. Il dit voilà, j'ai été un prisonnier politique, je serai un prévenu politique ou un accusé politique, parce que véritablement, les réquisitions sont totalement déconnectées de l'analyse juridique, totalement déconnectées du cadre légal qui autorisait mon client à faire usage de son arme dans ce cadre. Donc, il prend ça avec philosophie. Vous savez, il a passé 4 mois et demi en détention. Il a pris la détention avec philosophie. Il a pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Il sait qu'il est infusible. Il sait à quoi il sert. Mais c'est quand même tout à fait détestable. Moi, je crois détestable. C'est qu'au fond, mais c'est à l'image de la société globale. Les gens derrière les bureaux ou derrière les plateaux, derrière les tréteaux, je pense aux magistrats, derrière les plateaux, je pense aux journalistes, condamnent des gens qui sont les pieds dans l'eau, qui font le travail de terrain, comme le font le policier, sans prendre en considération la difficulté, la réalité des choses. On est là, de très loin, on juge, et on juge avec une certaine lâcheté, puisqu'on a peur d'une réaction des amis de Naël, d'une explosion des banlieues de l'immigration. C'est ça la réalité, avec des juges dont la majorité sont de gauche, comme vient de le dire, comme vient Lucchini, et non... Pujadas, voilà. On peut dire les juges sont de gauche. Pujadas le dit. Pas tous, bien sûr. Qui avait d'ailleurs relaxé beaucoup de ces jeunes de banlieue, qui avaient fait flamber les choses, beaucoup pour des vices de procédure, à se demander si presque c'est pas... les vices de procédure, c'est très bien. Ça permet
On les utilise quand on veut blanchir et on ne les utilise pas quand on veut condamner. C'est très pratique, le vice de procédure. Je vous propose maintenant dans cette pastille d'écouter Luc Ferry qui était totalement en roue libre sur LCI pour ne rien changer à nos médias favoris. Attendez, elle est pour la loi Veil, elle a toujours défendu la loi Veil, elle est très féministe, elle a toujours défendu la loi Veil et elle est tout sauf homophobe. Je rappelle que Sébastien Chenu, qui est le numéro 2 du RN, il est le patron de Guélib et il est marié avec un garçon. Voilà. Et il y a 30% pratiquement des députés RN qui sont mariés ou qui vivent avec un garçon. Donc, voilà. Mais ça ne pourrait pas être vu dans l'AFD, impossible. Dans l'AFD, il se ferait tuer, oui. Ouais. Alors lui, il est totalement en roue libre parce qu'il parle de la vie privée des députés RN. Qui est quand même pas public. Certains assument effectivement leur orientation sexuelle, mais pas tous. Bon, donc là, il est quand même en roue libre. Et alors sur l'AFD, il dit une bêtise absolue, puisqu'effectivement la coprésidente de l'AFD, Alice Weidel, est mariée à une femme qui plus est d'origine sri-lankaise et elles ont adopté 2 enfants. Donc voilà. Donc il parle de ce qu'il ne connaît pas. Il parle de ce qu'il ne connaît pas sur l'Allemagne et quand même il est assez audacieux, on va dire, allez, on va être gentil, il est assez audacieux sur le RN, voilà. C'est une reconversion politique comme une autre, hein, commentateur de plateau et remplisseur d'heures creuses. Remplisseur d'heures, mais il dit n'importe quoi. Alors des fois il dit des choses intelligentes, et puis des fois il dit n'importe quoi, et puis parfois il est Saint-Jean Bouche d'Or, voilà. Revenons maintenant sur le cas Xavier Niel. Un média s'est penché sur comment est-ce qu'il s'est fait, comment est-ce qu'il a eu toute sa fortune dans le Minitel Rose. C'est Off Investigation qui reprend d'ailleurs des vidéos de LCP. Il prépare un gros dossier globalement sur délinquants et ultra-riches, comment ils ont fait élire Emmanuel Macron, et Xavier Niel est évidemment partie prenante de cette élection. Je vous propose de regarder l'extrait avec Xavier Niel. On est au top, voilà, top. C'est ça à l'époque, c'est ça le Minitel Rose. C'est ça le Minitel Rose, mais là je vous jure, vous avez poussé le truc à des niveaux qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais donc le chose, c'est que tous ces groupes de presse voient un moyen de générer et d'obtenir des recettes supplémentaires, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour créer ces choses-là. Et vous avez un groupe d'ados qui vont aller dont je fais partie, qui vont aller travailler pour tous ces sociétés pour aller créer leur service Minitel. Sauf que quand j'ai l'âge de 18 ans, plutôt que d'aller travailler au travers d'intermédiaires, je vais me dire je vais faire ça pour mon compte et je commence à faire ça pour mon compte. Mais selon Claudia Tavares, Niel était moins pudique quand il incitait ses employés à travailler sous des pseudos plus que limites. Les pseudos, Jean-Yves, je vais les lire ici. Jeune fille, 11 ans, à défoncer, petit cul, à élargir. Alors c'est une mini-sélection. Claudia Tavares, d'ailleurs, elle image d'autres propos encore plus compliqués que je n'ai pas envie de dire devant vous, chers téléspectateurs. Voilà comment s'est fait la fortune de Xavier Niel. Il y a peut-être un point intéressant encore, on refait le lien avec notre dossier. Xavier Niel, premier investisseur étranger en Ukraine depuis le début de la guerre. Un commentaire, Jean-Yves ? Il est dans le camp du bien. Le camp du bien. Le camp du bien, le camp du bien, le camp du bien. Retour sur TPMP après la suppression de la chaîne C8 par l'Arcom, validée par le Conseil d'État. Souvenez-vous, on vous en a parlé. Eh bien, TPMP se maintient grâce à Internet, grâce aux box. Ils continuent leur émission sur YouTube, sur Dailymotion, sur Canal+, sur SFR, sur Free, sur Orange, sur les box SFR Free Orange. Et d'ailleurs, ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner parce qu'on a des scores à 1,6 million, 1,3 million. Et alors, Cyril Hanouna, qui est absolument ravi de découvrir la liberté sur Internet. Il a montré des marques, parce que ça s'était interdit auparavant, et il a pu rappeler qu'il avait insulté Louis Boyard. Enfin, voilà, c'est peut-être le début de la fin de la télévision, ça, Jean-Yves, quand même. Hein. Ça accélère, 1,6 million ça sur accélère Internet, la montée des nouveaux moyens de communication. Et donc, ça montre qu'il sera progressivement possible de se détacher des autorisations de l'Arcom, qui va essayer
D'ailleurs, de quand contrôler même ça. de contrôler ça, puisque quand le CSA a fusionné avec Hadopi, c'était précisément pour pouvoir aller progressivement vers le contrôle de cela. Mais malgré tout, le régulateur, c'est-à-dire le censeur, a toujours un temps de retard sur ceux qui avancent, quoi. Voilà. Direction France 2, l'émission N'oubliez pas les paroles, et je vous propose d'écouter l'animateur Nagui qui fait une petite leçon de morale pro voiture électrique. Alors attendez, vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a des électriques? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Ça, je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Oui. Il y a un moment donné... Mais après, j'aimerais travailler aussi, et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je suis d'accord avec vous, donc il faut trouver quelque chose de suffisamment autonome en matière de batterie électrique pour pouvoir faire des longs kilométrages. Il y a de plus en plus de bornes, si je peux me permettre, électriques. Il y a des bornes, il y a des kilomètres, mais il y a les bornes électriques aussi pour recharger. Là, c'est plus de la leçon de morale. C'est autorisé de faire ça sur le service public, c'est recommandé. C'est tout à fait recommandé. Vous savez, c'est comme quand on a élu Miss France, où la question Miss Corse a été éliminée parce qu'elle n'a pas su répondre à la question « Qu'est-ce que je fais contre le réchauffement climatique ?» Voilà. On avait commencé ces pastilles avec quelle époque? Eh bien, on les finit avec quelle époque? Parce qu'il y a bien sûr un sujet que nous n'avons pas encore abordé, c'est la démission, enfin, de Christophe de Chavannes, qui a annoncé son retrait de l'émission après 2 saisons. Je vous propose de regarder quelques instants de la séquence. Bonsoir, mon Christophe. Bonsoir. Comment ça va? Mieux, ce sera indécent. Non, à dire vrai, non, ça va moyen. Je vais essayer... de vous, si je peux, de quelques minutes, si vous voulez bien sûr, me les donner. Comme c'est sur mes bulletins scolaires, on peut dire que peut mieux faire comme semaine de repos. Et si vous permettez, j'ai quelque chose à vous dire, à vous et un peu à tout le monde. J'ai été jugé pour une infraction au code de la route au tribunal de Moulins. Depuis, je suis un peu traité comme si j'étais un criminel, en gros, comme si j'avais fait beaucoup de choses. En tout cas, je rassure tout le monde, je n'ai frappé personne, je n'ai même pas froissé une tôle. Et ce jugement, il y a un appel en cours, et je suis obligé de dire et de répéter que je suis présumé innocent. C'est un droit universel, et ce droit universel, il faut aussi qu'il s'applique à moi. Ils ont beaucoup de droits, ces gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, il reste tout le long de l'émission. Il l'annonce, c'est sous les applaudissements du public que je vous ai pas mis, parce que c'est une séquence assez pénible quand même et longue. Il parle pendant plus de 5 minutes. C'est pas une infraction au code de la route, Jean-Yves. C'est de conduite sous l'emprise de drogue en récidive. Oui. Alors il est gentil avec son droit à la présomption d'innocence, mais... si tous les animateurs se poudrent le nez comme lui, on n'est pas rendu. C'est quand même terrible pour lui, parce que là, il perd ce poste-là à quelle époque, et il ne prend pas la responsabilité qu'il devait avoir dans le nouveau média que Ouest France devait lancer sur le créneau qui a été pris assez vite. Voilà. Donc, il va falloir retrouver... un autre type de cet acabit pour essayer de faire de l'audience, à mon avis c'est peine perdue, sur cette nouvelle chaîne politiquement correcte, comme si on manquait de chaîne politiquement correcte. On arrive à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et puis de nous laisser des commentaires. C'est important. Nous, en plus, on ne les supprime pas et on les lit. Et on y répond si vous avez des questions. Alors vraiment, lancez-vous, même pour nous dire juste que vous avez bien aimé l'émission ou si vous voyez des choses à améliorer. On ne se quitte pas sans dire à nos téléspectateurs qu'il y a le portrait piquant. Gilles Boulot. Il y a le portrait de Gilles Boulot qui fait parfois du sale boulot politiquement correct ou du bon boulot politiquement correct à regarder. Voilà, place au portrait piquant. On se dit à très vite sur TVL et puis d'ici là, portez-vous bien. Intéressons-nous à l'anglo-saxon de TF1, alias Gilles Boulot. Journaliste discret, de Gilles Boulot, on ne connaît que sa façon de présenter le 20h. Pur produit TF1, il n'était pourtant pas destiné
à devenir présentateur vedette, ni même l'exécuteur de Zemmour après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, peut-être par excès de zèle. Né à Paris en 1962, Gilles Boulot intègre Sciences Po Paris, puis le CFJ, le Centre de formation des journalistes, dont il sera diplômé en 1986. Après un très court passage à Antenne 2, il fait ses vrais débuts sur TF1. À peine embauché, Gilles Boulot est envoyé au Cap d'Agde pour couvrir la fête des jeunes du Front National. Il assiste en direct aux fameux mots de Jean-Marie Le Pen sur le ministre Durafour crématoire. Il couvrira l'élection présidentielle de 1988, deviendra grand reporter, puis présentera la matinale de LCI à partir de 1996. La suite de sa carrière se déroulera chez TF1. Il s'installe à Londres en 2001 pour occuper le poste de correspondant. Il quittera Londres en juillet 2005 pour devenir correspondant, mais cette fois-ci à Washington. Revenu en France en 2011, il est nommé présentateur et rédacteur en chef du JT de 20h. Dans un premier temps par intérim, puis de manière définitive. Il sera sacré meilleur présentateur de JT en 2014. Le 30 novembre 2021, Gilles Boulot reçoit Éric Zemmour comme invité, après l'annonce de celui-ci de sa candidature à l'élection présidentielle. Zemmour déplorera les angles d'attaque de son ancien confrère et lui fera savoir à la fin de l'entretien. Je cite : « Je trouve simplement qu'il n'y a pas eu de question sur mon projet politique et je le regrette. » Fin de citation. De retour à son siège de campagne, il le comparera à un procureur avant de conclure par un jeu de mots : « Boulot n'a pas fait son boulot ». Le 5 décembre 2024, Gilles Boulot recadre en direct Jean-Luc Mélenchon. Alors que ce dernier critique le récent discours d'Emmanuel Macron, qualifiant d'anti-républicain les propos du président, Jean-Luc Mélenchon ajoute « Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée ». Gilles Boulot rétorque, je cite, « Mais il a été élu président de la République avant de poursuivre. Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour ». Terminons par sa définition du journalisme dans Ouest France du 16 mars 2017. Je cite : « Le journaliste est arbitre, présentateur, correcteur, si une erreur factuelle intervient dans l'argumentaire d'un homme politique. Mais il est aussi quelquefois casque bleu entre les hommes politiques. En tout cas, il ne cherche pas le buzz, ni la superposition des paroles, au point que cela en deviendrait inaudible. Enfin, il est un peu accoucheur, de façon à ce qu'à la fin on puisse avoir entendu de la matière pour mieux étayer son jugement. » Fin de citation. Une définition irréprochable, même si elle paraît quelque peu irénique.